Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série où nous poursuivons notre rencontre avec Bruno Humbeek. Bruno Humbeek, bonjour. Bonjour. Cette fois, je voudrais avec vous aborder une thématique qui est à la mode, peut-on dire, la résilience. Vous avez écrit aux éditions Presse Universitaire de France en 2012 avec deux autres auteurs. Vous avez justement abordé cette thématique-là. Alors, j'ai parlé des ressources de la résilience de manière là très conceptuelle. C'est un ouvrage paru aux Presses Universitaires de France. J'en ai publié un autre qui parle de la résilience de manière beaucoup plus accessible, qui s'appelle Le Blanche-Neige à Harry Potter, en utilisant des illustrations de la résilience. Et c'est le problème d'ailleurs d'un concept comme celui de la résilience. C'est à la fois un concept, c'est-à-dire quelque chose de construit intellectuellement, et en même temps une image qui donne l'impression, par exemple, qu'on pourrait rebondir au-dessus de ses malheurs. Ça, c'est l'idée générale que véhicule la notion de résilience. On ne rebondit pas au-dessus de ses malheurs. On n'est pas des ballons d'ailleurs. Donc l'idée de rebondir est une mauvaise idée. On va vivre avec et on va produire au-delà de la représentation traumatique que l'on va s'en faire. Parce que pour qu'il y ait résilience, il faut qu'il y ait traumatisme. Et pour qu'il y ait traumatisme, il faut qu'on aille au-delà du trauma. Si vous voulez, le trauma, c'est le choc. Si vous prenez un platane en plein front, vous aurez un trauma. Si vous vous réveillez jamais, ça ne sera jamais qu'un trauma. Dès que vous allez vous réveiller, vous allez construire, faire une représentation mentale de ce choc. Et c'est ça le traumatisme, c'est la représentation mentale, éventuellement partagée en racontant ce qui vous est arrivé, avec les autres qui vont aussi associer des représentations mentales à la vôtre et donc lui donner encore plus de résonance. Cette représentation mentale, il va falloir vivre avec. C'est ça le principe de la résilience, en produisant généralement ce qu'on appelle un néo-développement. C'est-à-dire qu'on va devenir quelqu'un d'un peu différent de ce qu'on aurait été si on n'avait pas vécu ce traumatisme. C'est pour ça que la résilience n'est pas un mécanisme ni positif ni négatif. C'est quelque chose d'ailleurs dont on va devoir tous faire preuve. On signe un pacte avec la vie dès qu'on vient au monde, qui est de dire je vais connaître au moins la mort de mes parents, qui auront une résonance relativement traumatique, et je vais devoir vivre au moins avec ce traumatisme-là, qui est survivre à mes parents. Sauf accident, ça va arriver chez chacun d'entre nous. On va d'ailleurs trouver très très vite, et c'est pour ça que j'ai utilisé des illustrations comme celle de Walt Disney, on va trouver très très vite une image de la résilience chez un personnage que tout le monde connaît, c'est Bambi. Bambi, c'est l'apprentissage de la mort. Un coup de fusil, bon, ta mère est morte, va voir ta tante. C'est très glacial, c'est épouvantable, c'est quelque chose qui réveille l'angoisse de l'enfant qui est l'angoisse de l'abandon et qui l'associe à celle de l'adulte qui est l'angoisse de la mort. Et vous avez derrière une leçon un peu courte, là chez Walt Disney, qui est de dire « laisse faire le temps, les saisons vont t'amener à faire preuve de résilience parce que tu seras parent à ton tour et les saisons vont se suivre derrière les saisons. » Cette manière d'organiser sa résilience est un peu courte. On en a d'autres, effectivement, et d'autres personnages vont donner très très vite des leçons de résilience aux enfants. Par exemple, Blanche-Neige. Blanche-Neige est un enfant maltraité, parce qu'on souhaite sa mort. Il n'y a pas de coup, effectivement, mais il y a une violence psychique intense. Si votre belle-mère ou votre mère, dans la tête de l'enfant c'est la mère, souhaite votre mort, vous allez devoir vivre avec ce traumatisme-là. Deux leçons sont données chez Blanche-Neige en disant « attention », préserve au-delà de ce traumatisme une estime de toi suffisante, raconte les choses, la narration de soi et une confiance fondamentale dans la vie. C'est-à-dire pas une confiance idiote dans la vie, tout ira bien, ça va être dur, mais on va y arriver. Et ça, ce sont les trois éléments qu'un enfant va prendre très très vite derrière Blanche-Neige. L'autre personnage merveilleux pour apprendre des leçons de résilience, c'est Harry Potter. Harry Potter vous explique que si vous n'avez pas dans votre vie réelle les conditions pour alimenter votre résilience, eh bien vous avez un imaginaire qui vous permet de les rassembler, mais cet imaginaire répond à des exigences particulières. L'humour, la créativité, le rêve, tout ce qui donne une consistance imaginaire à ma façon d'aborder le réel doit obéir à une règle fondamentale, c'est que quand je pars dans l'imaginaire, je reviens dans une réalité qui n'a pas changé. Simplement, je suis plus fort d'avoir rêvé, d'avoir ri, d'avoir fait ce détour par l'imaginaire. Ce que Raymond DeVos dit merveilleusement quand il dit « quand j'amène quelqu'un dans l'imaginaire, je dois lui garantir un retour sans encombre au réel ». C'est ce qu'Harry Potter permet. Harry Potter est un sorcier qui se fait des illusions. Il s'en va dans un espace et il revient à un espace inchangé. Le côté génial de Rowling, c'est qu'elle a transféré les codes. La vie imaginaire d'Harry Potter est décrite de manière ultra réaliste, Poudlard, tout le monde y croit. Par contre, la vie rêvée d'Harry Potter, la vie réelle d'Harry Potter est décrite de manière très onirique. Les Dursley, il n'y a personne qui y croit, ce sont des personnages complètement fantaisistes. En changeant de code, elle permet d'introduire une idée de magie dans un mécanisme qui est à la disposition de chacun d'entre nous, qui est je dois pouvoir, pour
sortir des situations traumatiques qui s'offrent à moi, je dois pouvoir utiliser mon cerveau et donc tout ce que l'imaginaire me permet pour mettre en place les conditions de sortie d'embarras sans nécessairement, pour paraphraser Schuttner, se tirer d'affaire. L'humour, par exemple, c'est la meilleure façon de se tirer d'embarras sans se tirer d'affaire. Ce sont des mécanismes qui permettent d'alimenter la résilience, qui ne la garantissent pas, mais ce sont toutes des ressources. Et c'est ce que j'ai voulu décrire de manière plus précise dans le livre publié au PUF, les différentes ressources qui sont nécessaires pour alimenter la résilience, ressources personnelles ou ressources sociales. Ce qui veut dire que toute personne est potentiellement résiliente ou non? Parce qu'on voit certaines personnes qui, face à des drames, vont complètement s'affaisser et d'autres qui vont, alors rebondir, c'est peut-être pas le bon terme, mais qui vont pouvoir traverser. Alors ce que vous dites est fondamental parce que la résilience ne peut exister que si l'on permet aussi de décrire ce qu'est la désilience. Certains vont s'effondrer après un traumatisme. C'est d'ailleurs un grand nombre d'entre eux, si pas la majorité. Certains vont faire preuve de résistance, c'est-à-dire qu'ils vont résister au choc en essayant de rester eux-mêmes le plus longtemps possible, et d'autres vont faire preuve de désistance. Par exemple, l'ataraxie, le fait de se mettre en retrait. Ce sont des stratégies qui peuvent être utilisées et qui peuvent même fonctionner à long terme. Le tout, c'est de savoir où on se sent le mieux et d'éviter l'itinéraire de désilience. Et donc faire preuve de résilience. On n'est pas résilient. C'est pas une identité. On ferait preuve de résilience à des moments différents de sa vie, et on peut d'ailleurs faire preuve de résilience pendant la presque totalité de sa vie, et puis se suicider à la fin. Primo Levi en est un exemple typique. Il a fait preuve d'une résilience absolue, mais il a fini par se suicider. Parce que tout ça n'avait plus ni du sens, et qu'il n'était sans doute plus dans une situation de lien qui lui permettait de trouver du sens à ce qu'il vivait ou ce qui lui restait à vivre. La quête de sens et la quête de lien, ce sont les deux mécanismes par lesquels on va devoir alimenter de la résilience. On le voit d'ailleurs dans la résilience collective. Dès que vous avez un traumatisme collectif, les gens sont tout de suite dans la quête de lien. Ils vont se rassembler, vivre du sirop compassionnel pour, à un moment donné, s'unir et retrouver une forme de quête de lien. Et puis, au-delà de cette quête de lien, ils vont chercher du sens. On va commencer à leur essayer de s'expliquer. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Est-ce que ça va recommencer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne recommence pas? Et vous avez quête de sens qui succède à la quête de lien. Dès que vous avez les deux mécanismes, vous alimentez des formes de résilience collective. On l'a vu, tant à Paris qu'à Bruxelles, ces mécanismes se mettent en place. Donc, tout le monde est en situation, éventuellement, de faire preuve de résilience. Encore faut-il qu'il puisse se mettre en ressources. Et l'idée de se mettre en ressources, vous savez, c'est un terme qui vient de l'aviation. Les avions qui étaient au moment quasiment de toucher le sol, il y avait une espèce de petit reflux, certains pouvaient et repartir à ce moment-là. C'est ça, se mettre en ressources. Et là, le rôle des tuteurs de résilience, qu'ils soient amicaux ou dans la vie de tous les jours ou professionnels, ça va être de rendre accessibles les différentes ressources que vous pouvez mettre en place autour de vous. Soit en vous, l'empathie, l'altruisme, l'humour, enfin, tous les mécanismes qui alimentent la résilience de manière interne, avec le regard que vous allez porter sur le monde, soit autour de vous, en vous mettant en lien avec des personnes qui peuvent alimenter ces ressources. Je reviens sur un terme que vous utilisez, le terme de tuteur de résilience, qui veut dire que quelque part, pour que je puisse entrer en résilience, je dois entrer en relation avec un tuteur de résilience. Exactement. Robinson Crusoe n'est rien sans vendredi. Il a même dû se l'inventer, sans doute partiellement, pour pouvoir alimenter sa résilience. On n'est pas résilient tout seul. On est résilient parce qu'on s'appuie sur quelqu'un d'autre pour percevoir les ressources ou l'utiliser comme ressource. Mais la personne qui va tutoriser la résilience, c'est de nouveau soit un professionnel, soit une relation affective, amicale, qui va nous permettre, parce qu'il croit en notre développement. Et ça, c'est fondamental quand on veut être un tuteur de résilience. Si vous n'y croyez pas, n'essayez pas de tutoriser la résilience de quelqu'un. Il faut deux mécanismes essentiels. Le premier, reconnaître le droit d'être dans un statut de victime temporairement. Ne pas enfermer l'autre, ça c'est le deuxième mécanisme dans le statut de victime, en supposant qu'il a les forces pour s'en sortir. Je sais que tu iras mieux, j'en suis convaincu, je sais que pour le moment, toi-même, tu ne peux pas le percevoir, mais moi, je sais que tu iras mieux, et être très assertif par rapport à ça. On le sait, par exemple, quand un médecin doit annoncer un diagnostic très très lourd. Il va le faire avec d'autant plus d'efficacité s'il l'annonce. À un moment donné, je sais que ça va être dur ce que vous allez entendre. Ça va créer chez vous une émotion difficile. Ne pas la partager, la concevoir mais pas la partager, et déjà anticiper la reconstruction. Quand on annonce un cancer, déjà parler
dès le premier entretien, de la manière dont on va se reconstruire nécessairement au-delà de l'annonce du diagnostic. C'est la meilleure façon d'assurer une forme de compliance, d'adhésion au traitement et de permettre à la personne d'aller chercher ses ressources au-delà d'une phase émotionnelle où on reconnaît son droit d'être triste, d'être en colère, d'avoir peur. Mais est-ce que le tuteur de résilience doit toujours être dans une parole, ou bien est-ce que ça peut être parfois un regard, quelque chose de très simple qui va... C'est mon gros regret dans tout l'apprentissage des fonctions sociales, éducatives, etc. Qu'est-ce qu'on apprend comme mots, mais qu'est-ce qu'on apprend peu, les gestes. Or, il y a des gestes qui alimentent la résilience, mettre sa main sur l'épaule de quelqu'un. Vous savez, si vous connaissez un décès, donc une phase traumatique, vous allez plus vite identifier les personnes qui, avec un regard et un geste, par exemple, mettre sa main sur l'épaule, en laissant l'autre mettre tout ce qu'il veut dans la relation, que ceux qui, pour camoufler souvent leurs propres angoisses par rapport à la difficulté, au traumatisme vécu, vont saouler de paroles, simplement pour éviter ce vide qui est terriblement rempli par des gestes. On apprend beaucoup à parler dans nos sociétés, notamment aux éducateurs, aux travailleurs sociaux, etc. On leur apprend très peu la mécanique des gestes, et des gestes qui signifient effectivement « je suis là, disponible pour tutoriser ta résilience quand tu en auras besoin, et surtout, je ne te bouscule pas ». Parce que le principe de la résilience, c'est qu'elle est toujours proposée, elle n'est jamais imposée. On ne peut pas bousculer au nom de la résilience, en disant « allez, secoue-toi, fais preuve de résilience, s'il te plaît ». Non, prends ton temps. Prends ton temps, rumine même si tu le veux. Hein. Souvent, on a fait de la rumination un acte négatif. On sait que la rumination, c'est une manière de visiter ces schémas mentaux pour les faire évoluer progressivement, pour retrouver à ce moment-là les ressources développementales, cognitives, qui nous permettront de sortir de la situation. Et donc montrer qu'on est là, simplement, c'est parfois beaucoup plus profitable que d'essayer de démontrer qu'on est là en parlant beaucoup. Bruno Houmbeke, merci beaucoup. Je rappelle donc ces deux livres, Les ressources de la résilience, parus aux Presses universitaires de France, et le De Blanche-Neige à Harry Potter, des histoires à survivre debout, paru aux éditions Moltz. Nous arrivons au thème de ce magazine. Merci d'être resté avec nous. À bientôt.